je vais vous parler du complexe d'Oedipe. Sans doute parce que c'est un des fondements de la psychanalyse, si ce n'est le fondement, c'est-à-dire le fondement de l'inconscient. L'inconscient étant l'objet de la psychanalyse, l'inconscient se réduit-il à l'Oedipe? On peut se poser la question. En tout cas pour moi, il se résume à cette structure faite de l'Oedipe et de la castration étant la punition de l'Oedipe. Mais nous verrons la castration une autre fois, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire déjà sur l'Oedipe. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'amour qui existe entre un parent et un enfant. Non seulement l'amour, mais le désir sexuel. C'est en cela que la psychanalyse est souvent mal reçue, parce que les gens se disent, comme Michel Onfray l'a dit souvent, moi, désirer sexuellement ma mère, ça m'est jamais arrivé, c'est n'importe quoi. C'était peut-être dans la tête de Freud, mais pas dans la mienne. Et encore aujourd'hui, quand je parle du fait que c'est dans la mienne aussi, le fait d'avoir désiré sexuellement ma mère, des gens me répliquent oui, enfin, tu l'as lu dans la théorie, c'est dans Freud, tu recraches du Freud là. Et je réponds non, non, parce que quand je lisais Freud et que j'entendais parler de ça, je disais ah bon, peut-être ça doit arriver chez des gens, mais moi ça ne me touche pas, ça ne m'effleure pas, c'est autre chose. Autrement dit, sans être aussi rejetant que Michel Onfray, j'étais du genre oh, mais ça ne me concerne pas moi. Et puis jusqu'au jour où j'ai fait ce rêve où j'avais tué mon père et j'avais couché avec ma mère. C'était aussi simple que ça. Et c'était un cauchemar, parce que c'était terrible. J'avais cette sensation que rien ne pouvait changer ça. C'est-à-dire que c'était un acte, ça avait été fait. J'avais tué mon père, on ne pouvait pas le ramener à la vie. J'avais couché avec ma mère, on ne pouvait pas faire que ça n'avait pas eu lieu. Et quand je me suis réveillé, j'étais tellement angoissé, tellement mal, je croyais encore que c'était vrai. Je croyais que c'était la réalité. J'étais réveillé, j'étais dans la réalité. Et pendant bien 5 minutes, je croyais encore que c'était la réalité. Et puis ça m'a passé, je me suis dit, oui, non, c'est qu'un rêve. Et il y avait justement un tel indice de réalité dans ce rêve que ça n'avait rien à voir avec Freud, rien à voir avec les bouquins, rien à voir avec ce qui se raconte dans les universités. C'était vraiment mon histoire dont il était question. C'est ça qui m'a convaincu. Et c'est pour ça que la psychanalyse, au contraire de toutes les autres disciplines, ça ne s'apprend pas à l'université. Ce n'est pas possible. Ça s'apprend en traversant une analyse personnelle et surtout l'analyse de ses propres rêves, où on voit que là, il n'y a même pas besoin d'interprétation, c'est brut de décoffrage. Ça m'est arrivé. Bien entendu, ce n'est pas la réalité, c'est un fantasme. Et se repose la question que j'ai traitée dans la précédente vidéo, à savoir fantasme ou réalité. Parce que des incestes, c'est-à-dire l'Oedipe réalisé, il y en a, ça existe, mais ça n'existe pas partout, pas tout le temps. Je veux dire dans la réalité, dans le passage à l'acte. Par contre, le fantasme, lui, j'ai tendance à penser qu'il est universel. Et que beaucoup de gens, comme ça m'est arrivé l'espace de 5 minutes au sortir de mon rêve, beaucoup de gens peuvent confondre fantasme et réalité. C'est la vérité du fantasme, mais ce n'est pas la réalité des actes. Certains en font le critère de la distinction entre névrose et psychose. Vous savez que pour moi, cette distinction, je ne la fais pas, je m'en fous complètement. Je ne pense pas que ça soit une attitude analytique de chercher à faire des diagnostics. Mais pour énormément, si ce n'est tous,
de psychanalystes, évidemment de psychiatres, mais de psychanalystes aussi, il est très important de faire cette distinction. Comme on le voit, moi-même, il y a un moment, j'ai eu du mal à faire cette distinction. Et j'ai reçu une foule de gens qui visiblement étaient délirants et qui me racontaient que, effectivement, il leur était arrivé de coucher avec leur mère ou d'avoir été violés par leur père. Bon, j'ai eu droit à toutes les histoires sur des variantes de ce truc fondamental d'un acte sexuel entre parents et enfants, ou dans la fratrie, hein, ce qui revient un petit peu au même, puisque c'est de l'inceste réalisé aussi. Mais a-t-il été réalisé, ou est-ce la vérité d'un fantasme? Comme toujours, je ne sais pas exactement. Et donc le critère de soi-disant la psychose ne me semble pas valide. D'autant qu'encore une fois, ce n'est pas ma préoccupation, et ça ne me semble pas être une préoccupation qu'on doit avoir en psychanalyse. Et il y a l'autre critère qui a été introduit par Lacan, c'est la forclusion du nom du père. Donc c'est un petit peu corollaire l'un et l'autre. Hein. Et donc on entend tout le temps dans les écoles, dans les livres, dans les conférences, dire il y a complexe d'Oedipe, c'est une névrose, il n'y a pas de complexe d'Oedipe, c'est une psychose. Il y a le père symbolique, c'est une névrose, il y a forclusion du nom du père, c'est une psychose. Moi, ça m'apparaît beaucoup trop simple. La réalité, telle que j'ai pu la rencontrer en 40 ans de pratique dans les hôpitaux psychiatriques, la réalité m'apparaît beaucoup plus complexe que ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré des gens qui semblaient tout à fait délirants et qui me parlaient de leur Oedipe. Donc, le critère « il n'y a pas de complexe d'Oedipe dans la psychose », ça n'existe pas. J'ai entendu aussi ce truc inouï, il n'y a que les psychotiques qui ont accès à la scène primitive. La scène primitive, c'est cette façon dont on peut penser avoir vu les parents faire l'amour. Eh bien moi, j'ai eu accès à ma scène primitive, et je ne me sens pas psychotique du tout, mais vous me direz, c'est aussi un critère, le psychotique ne sait pas qu'il est psychotique. Ce qui est une façon de dire, le psychotique ne sait pas qu'il est psychotique, mais moi je sais que je suis psychotique, donc je ne suis pas psychotique. Mais bref, ce ne sont pas mes questions, encore une fois. Je les traite uniquement parce que tellement de gens les traitent que je donne à mon tour mon point de vue sur la question. Et pareil pour cette histoire de forclusion du nom du père. Je suis arrivé dans mon premier poste dans les hôpitaux, j'avais 28 ans, complètement farci de ces théories. Et donc quand j'écoutais quelqu'un, j'étais là à chercher, à avoir des oreilles comme ça, des oreilles d'éléphant, pour essayer d'entendre, il a le nom du père ou il l'a pas. Pendant ce temps, je ne l'écoutais pas. C'était une façon de vouloir faire correspondre le sujet à un modèle, à une grille d'analyse. Hein. Et je crois que c'est ça qui a motivé Lacan quand il a cherché son histoire de forclusion du nom du père. Fondamentalement, Lacan est un psychiatre, il a été formé à la psychiatrie, et donc il voulait trouver une explication de la psychose, un critère. Bon, mais il l'a trouvé, je dirais il l'a inventé plutôt. Ça là, c'est la forclusion du nom du père. Lorsque le père ne fait pas son travail de séparer la mère de l'enfant. À ce moment-là, l'enfant devient psychotique. Le nom du père est forclos, il n'a pas pu arriver jusqu'à lui. Ça paraît vachement évident. Et effectivement, en travaillant avec des enfants aussi, j'ai souvent vu des choses qui pouvaient ressembler à ça. Mais de notre côté, j'ai vu aussi des enfants complètement fous, et où ça ne ressemblait pas du tout à cette configuration. Alors on me dira, oui, mais il s'agit du père symbolique, pas du père de la réalité. Mais pendant longtemps, Lacan a parlé de forclusion du nom du père en parlant du père de la réalité. Hein. Il a mis longtemps avant d'arriver à cette notion
parce qu'il a dû comprendre que ça fonctionnait pas trop, son truc, que s'il fallait parler de père symbolique. Mais qu'est-ce que c'est que le père symbolique? C'est la façon dont on en parle. Et j'ai rencontré là aussi des gens qui parlaient fort bien de leur père, des pères qui me semblaient tout à fait corrects, disons, et avoir des enfants complètement fous. J'ai vu ça aussi. Alors, je crois qu'il y a, dans la structure humaine, il y a l'Oedipe, donc cette structure avec la fonction du père, la fonction de la mère, la fonction de l'enfant, mais pour ce qui est de déclencher un délire ou je ne sais quoi, une obsession, une hystérie, comme ils disent eux, et comme je ne dis plus, c'est bien plus complexe. Et c'est pas important. Ce qui est important, c'est écouter des sujets, parce que chaque sujet est différent. Et il ne s'agit pas d'avoir une grille dans la tête pour essayer que le discours des sujets devienne conforme à cette grille. Et rien de pire, ça tue l'écoute. Alors, maintenant passons à l'histoire d'Oedipe lui-même, puisque Freud s'est basé sur le mythe raconté par Sophocle. Bien entendu, le mythe existait avant Sophocle, il l'a repris. Comme beaucoup d'auteurs, ils prennent des histoires qui traînent comme ça de bouche à oreille, que les conteurs des rues racontent, et il en a fait une pièce de théâtre qui est restée. Freud, c'est pareil. Je pense qu'il a beaucoup entendu d'histoires d'inceste. Il l'a repéré également chez lui, en tant que fantasme, ce fait qu'il ait désiré sexuellement sa mère, et qu'il ait eu envie de tuer son père. Et puis, comme il était cultivé, il s'est dit, tiens, ça ressemble à ce qu'a écrit Sophocle. Donc je ne suis pas tout seul. Et si la pièce de Sophocle a eu du succès, non seulement dans la Grèce antique, mais encore aujourd'hui, et que de tout temps elle a eu du succès, c'est que ça parle aux gens. Si ça parle aux gens, c'est qu'ils s'y reconnaissent. Tout en disant, c'est pas moi. C'est Oedipe, c'est son père, c'est sa mère, c'est Laius, c'est Jocaste. Laius, pardon. Mais c'est pas moi. Il n'empêche que ça me parle, ça me touche. Donc ça me dit quelque chose de ça. Alors il ne s'agit pas seulement du mythe d'Oedipe. Si on se met à analyser les contes et légendes, que ce soit en Occident ou en Orient ou en Amérique du Sud, on trouve partout des histoires qui ressemblent à ça. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour ce qui est de l'histoire d'Oedipe elle-même, je vais la raconter avec mon interprétation. Les parents d'Oedipe, Laios et Jocaste, mettent au monde cet enfant, qui s'appelle Oedipe, et l'oracle leur dit, l'oracle c'est la personne qui est en contact avec les dieux, leur dit que cet enfant-là tuera son père et couchera avec sa mère. Donc les parents d'Oedipe y croient. Et vous voyez, on retrouve cette problématique réalité-vérité. Ils croient que cette vérité d'une parole, il est vrai que l'oracle a dit cette parole, ils croient que ça sera une réalité. Alors qu'il suffisait de le prendre comme une parole, voire une parole délirante. Donc à ne pas y accorder plus d'attention que ça. Mais non, pour éviter que ça se produise dans la réalité, il demande à un esclave de tuer l'enfant et d'aller le porter dans le désert, qu'on n'en parle plus. Bon, l'esclave a pitié pour l'enfant et, au lieu de le tuer, l'abandonne dans le désert, où il est trouvé par un berger qui l'apporte au couple régnant dans sa cité qui ne peut pas avoir d'enfant et qui donc adopte Oedipe. C'est la ville de Thèbes. Donc dans une autre cité, Oedipe, qui était fils de roi dans une cité, devient fils de roi dans une autre cité. Où on voit donc que quand on cherche à éviter un symptôme, quelque chose qui ne va pas,
on se précipite dans la même chose. Et lorsqu'il devient un jeune homme, à 18 ou 20 ans, Oedipe, qui a été élevé en fils de roi, va demander l'avis sur sa vie, l'avis de Lapithie, l'oracle. Et l'oracle lui dit, tu tueras ton père, tu coucheras avec ta mère. Même chose, répétition. Oedipe, pour éviter un destin si horrible, s'enfuit chez ses parents. Et sans le savoir, il retourne vers la ville de sa naissance. Et voyez comme ça fait une boucle, comme dans le rêve que je vous décrivais la dernière fois. Pour arriver à une représentation, on part d'un point, on va à un autre, et puis on revient au premier point. Ça décrit une boucle. Mais il ne sait pas que c'est sa ville natale. Et donc en chemin, il y a une altercation à un carrefour, il y a quelqu'un qui refuse de lui laisser le passage, ils se battent, il tue la personne. Et il ne sait pas que c'est son père. Donc il se trouve effectivement dans la même position que tout le monde, de dire l'Oedipe, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Lui aussi, quand on lui dit que ça va arriver, il y croit, quand ça arrive, il n'y croit pas, mais il n'a aucune raison d'y croire, puisqu'il ne le sait pas. Il ne sait pas que c'est son père qui le tue, et après il va épouser Jocaste, qui se retrouve veuve, évidemment, et il ne sait pas que c'est sa mère, et sa mère ne sait pas que c'est son fils. On est donc dans l'inconscient. L'inconscient, c'est ce que je ne sais pas. Mais entre-temps, donc, après avoir tué son père, il arrive à cette ville, donc, et on lui dit qu'il y a une malédiction, il y a une sphinge qui est dans la montagne, qui impose une malédiction à la ville, et toute personne qui ne répond pas à l'énigme qu'elle pose, elle la mange. Et donc, beaucoup de gens vont essayer de comprendre l'énigme, mais personne ne comprend. L'énigme étant la suivante: quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir? Oedipe va défier la sphinge, il entend l'énigme et il trouve tout de suite la réponse. C'est l'homme qui marche à 4 pattes le matin, comme tous les bébés, au matin de sa vie. À midi, c'est-à-dire à la maturité, il marche à 2 pattes, et le soir, quand il devient vieux, il s'appuie sur une canne, il marche à 3 pattes. Eh bien, il y a là aussi quelque chose de fondamental que je n'ai jamais entendu dans d'autres interprétations du mythe d'Oedipe. C'est que Oedipe, ayant été élevé en fils de roi, est un homme cultivé. Il sait des choses. Et c'est pour ça qu'il sait répondre à l'énigme. Parce que l'énigme, elle porte sur le général, l'universel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à l'université. L'universel, l'homme. C'est-à-dire tous les hommes. Tous les hommes ont une enfance, un âge adulte, une vieillesse et une mort, pourrait-on dire. Et donc, il répond en universitaire. Sur ce plan-là, il est calé. Mais à ce moment-là, c'est justement ce qui va le précipiter dans le prix d'avoir triomphé sur la sphinge. Le prix offert par les habitants de Thèbes, c'est d'épouser la reine qui se retrouve veuve, puisque Oedipe a tué le roi. Et il va donc épouser cette dame qui est la reine et dont il ne sait pas que c'est sa mère. Donc le fait d'avoir triomphé grâce à son savoir universitaire l'entraîne à la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il sait des choses dans l'universel, mais il ne sait rien dans son cas particulier. C'est ce que je vous expliquais au début. On peut bien savoir des choses, avoir appris Freud à l'université, l'avoir lu en long, en large et en travers, et même être d'accord avec lui, dire « Ah ben oui, l'Oedipe, ça existe », mais l'Oedipe universitaire, ce n'est pas l'Oedipe de soi-même. C'est-à-dire le particulier de notre façon d'avoir vécu l'Oedipe dans nos tripes, avec notre désir sexuel, nommément. Après avoir vous raconté le mythe en tant qu'il est universel, et en tant qu'il dévoile le fait que c'est de ne rien savoir sur son histoire particulière qui provoque le problème qu'on cherchait à fuir, je vais donc continuer
logique avec moi-même à vous parler de moi-même, puisque c'est avec l'analyse de mes propres rêves, de ma propre histoire, que je peux vous dire quelque chose en lequel je crois véritablement, non pas quelque chose que j'ai simplement appris, ou que je crois parce que ça serait une idéologie, mais j'y crois parce que c'est mes tripes qui m'ont parlé, c'est le fin fond de mes rêves, le fin fond de mon inconscient. Ce n'est pas de l'appris universitaire. Il faut encore que je complète un élément par rapport au mythe d'Oedipe tel que raconté par Sophocle. C'est le fait que lorsque enfin Oedipe prend conscience de ce qu'il a tué son père et qu'il a couché avec sa mère, eh bien il se crève les yeux. Il est dans la même terreur, horreur que moi-même le jour où j'en ai rêvé et où je me suis réveillé et où j'étais dans un état effroyable parce que je pensais que c'était arrivé en réalité. Bon, c'est ce qui arrive à Oedipe, ça lui arrive en réalité. Il était aveuglé, il ne voyait pas que c'était ce qu'il avait fait. Et là, voyant ce qu'il avait fait, il s'aveugle pour continuer à être aveugle. C'est ça l'idée. Hein. C'est-à-dire qu'on a beau comprendre, même avec ses tripes, ce qu'il en est de ses propres sentiments, eh bien on continue de les refouler. C'est pas parce qu'un jour on a compris son propre Oedipe que tout d'un coup ça va s'effacer, ça va plus avoir lieu. Non, c'est un fantasme, il reste inscrit comme socle de notre personnalité, à tous autant que nous sommes, et ça ne s'efface pas. Nous continuons à être dans l'aveuglement. C'est pourquoi que la boucle continue à se refaire dans les rêves pour continuer à essayer de voir, c'est-à-dire symboliser, trouver un signe, une représentation pour ce truc-là dont on ne veut pas, tellement c'est terrible, tellement c'est atroce. Alors voici un rêve que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, et qui va dans ce sens-là. Dans ce rêve, on me dit, ou je sais comme ça, je ne sais pas, que les aveugles ont droit, dans les escaliers, à une rampe d'escalier en bois sculpté. Et tout le chemin, le long de la rampe, il y a des indications écrites en braille. Le braille étant la façon d'écrire que les aveugles peuvent lire avec le toucher du doigt. Et c'est un autre aveugle qui a justement effectué ces inscriptions sur la rampe d'escalier. Et dans mon rêve, sans transition, ça se met à parler de la bande de Mébius. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'est la bande de Mébius. La bande de Mébius, les inscriptions sont en quelque sorte les torsions sur la bande de Mébius. C'est ce qu'un aveugle peut sentir en passant les doigts dessus. Il sent que à des moments, ça se tord. Ça passe de dessus à dessous. On peut le voir aussi, mais dans mon rêve, il s'agit de le toucher. Il n'y a aucunement besoin de sculpture, d'indications écrites en braille, parce que le braille, c'est la torsion comme telle. C'est écrit. Et donc, on peut à la fois le voir et le sentir si on est aveugle. Et à ce moment-là, je reçois un couple d'aveugles. La dame a les cheveux courts, mais elle est extrêmement belle, un visage d'ange, un corps parfait. Et le mari de la dame me demande de lui décrire son épouse. Et je lui demande si je dois commencer par le haut ou par le bas. Bon, le rêve s'arrête là. Vous voyez qu'on trouve une continuité entre tous les éléments du rêve. La question de l'escalier, c'est de monter de haut en bas. La question de la bande de Mébius, c'est d'aller d'une face à l'autre, c'est-à-dire de haut en bas, si on veut, de dessus à dessous. Et enfin, au niveau de la description d'une femme, je demande si je dois commencer par le haut ou par le bas. Et ça m'a immédiatement fait penser à une publicité que tous les Français ont retenue, qui date de l'année 81. Effectivement, tous les Français attendaient
Et la semaine d'après, tous les Français étaient en haleine, va-t-elle effectivement enlever sa culotte? Eh bien, effectivement, la semaine d'après, elle avait enlevé sa culotte, mais elle était de dos. Donc on voyait que ses fesses. Mais on voit bien qu'il y a cette question du mystère féminin qui est là, qui est la façon qui est dévoiler une femme. C'est quelque chose de l'ordre du sexuel, du plaisir sexuel qu'il y a à dévoiler une femme. C'est pour ça que tout le monde était accro à cette publicité. Et elle revient dans la question du haut et du bas. Le haut et le bas, c'est-à-dire les deux choses, les seins et le sexe, qui différencient une femme d'un homme. Et dans la dernière séquence de ce rêve, je suis face à un couple. Je l'interprète comme le couple parental. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas, comme les parents d'Oedipe, ils ne voient pas qu'en envoyant Oedipe se faire tuer, ça va déclencher l'Oedipe. Oedipe lui-même, en fuyant ses parents adoptifs, ne voit pas qu'il va retourner chez ses parents de la réalité et qu'il va réaliser ce que l'oracle avait énoncé. Lorsqu'il le réalise, il s'aveugle à nouveau. Donc il ne voit pas non plus. Alors comme dans mon rêve, tout cela est voilé. Je ne peux comprendre que grâce à l'interprétation que j'en fais, ce couple que je reçois, c'est le couple parental qui est aveugle et je ne le vois pas non plus, même si je suis capable de voir cette femme pour son mari, c'est-à-dire je suis capable de la déshabiller du regard pour son mari, c'est-à-dire faire à sa place ce que le mari devrait faire ou aurait envie de faire. Autrement dit, je prends la place du père, je le tue symboliquement pour faire l'amour avec la mère. Vous voyez que c'est une façon très très voilée de le mettre en scène. Et c'est pas parce que j'ai eu ce rêve où c'était beaucoup moins voilé, il y a, je ne sais plus moi, 30 ans je l'ai eu ce rêve, que maintenant ça ne revient pas, mais d'une manière voilée. Et j'aime autant que ça revienne d'une manière voilée, parce que du coup, c'est un rêve pas du tout angoissant, ça ne me réveille pas, et c'est ça l'essentiel. Je ne cauchemarde pas toutes les nuits que ça arrive en réalité. Et donc je peux comprendre que des gens que je n'appellerai pas psychotiques, mais qui croient que c'est arrivé dans la réalité, ils sont très très mal. Je crois en leur souffrance. Je crois qu'ils y croient. Mais je ne crois pas que j'appellerais ça une psychose. J'appellerais ça une grave difficulté avec l'Oedipe, c'est-à-dire ce que tout le monde a, la structure de tout le monde, et non pas un défaut dans la structure chez quelqu'un. C'est juste une autre modalité de le vivre, modalité que j'ai moi-même éprouvée. Donc je sais que je ne suis pas si différent de ces gens-là, même si eux, ça peut être en permanence qu'il y a cette souffrance, alors que moi, ça a été 5 minutes au réveil d'un rêve. Oui, au sortir d'un rêve, le rêve coucher avec ma mère et tuer mon père. Mais l'histoire de la rampe d'escalier dans ce rêve-ci, qui est devenu un rêve doux, tranquille, apparemment qui ne pose pas de problème. Et il faut que tu te rappelles quand même que quand tu étais gamin, tu montais la rampe d'escalier jusqu'au 4e étage de tes parents, mais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du vide, en t'accrochant seulement à la rampe d'escalier comme ça. Et tu trouvais ça super tranquille aussi. Tu ne voyais pas le danger. Et ça, tu l'as fait des dizaines et des dizaines de fois, suspendu comme ça dans le vide. Et même pire, rappelle-toi, tu passais de la fenêtre de ta chambre à la fenêtre de ta grand-mère en passant par la façade de la maison, le tout au 3e étage. Oh, il n'y avait pas loin entre les deux fenêtres, hein. C'était pas trop risqué, mais quand même, il aurait suffi d'un geste mal placé pour que tu te casses la figure et que tu sois pas là pour raconter. Autrement dit, dans ces expériences, il y avait quelque chose de la réalité, de la mise en acte d'une folie, littéralement. Parce que c'est fou de faire ça, de risquer sa vie de cette façon. Vous me direz, il y a les alpinistes. Bon, et ils font ça aussi. Et personne ne dira qu'ils sont fous. Moi, je trouve que c'était un peu risqué quand même. Et puis, tiens, je vous raconterai plus tard quel rapport ça a avec une autre forme d'Oedipe.
Oui, en effet, on pourrait dire qu'à l'époque, c'était mon attirance pour le vide, c'est-à-dire pour le trou, c'est-à-dire pour le sexe, qui ne pouvait être que maternel à l'époque, puisque c'était le trou de la maison. La maison, c'est l'abri, c'est-à-dire la mère, le ventre de la mère. De défier, en quelque sorte, la loi de la pesanteur, ce qui est une façon de défier la loi de la castration. Je ne tombais pas de la même façon qu'un phallus ne pouvait pas tomber. Je me le prouvais, comme l'alpiniste se prouve qu'il est un gars super et qu'il en a dans le pantalon. Je ne faisais pas autre chose. Et c'était une façon d'opérer l'Oedipe par l'acte à l'époque. Bon, ce qui peut être entendu comme une folie, si on entend comme folie la transgression de la loi. Alors là, je fais des interprétations, hein, mais je peux vous fournir un rêve dans lequel c'est plus clair, à savoir que c'est ma mère qui est en jeu. Par exemple, ce rêve-là. Dans ce rêve, je suis en vacances à la montagne et je suis au pied d'un escalier qui va monter dans la montagne. Ma mère est assise sur un banc un peu plus loin et mon père est parti explorer je ne sais quoi. Et je fais signe à ma mère sur le banc que je suis prêt à monter cet escalier et que je l'attends. Voilà. Le rêve beaucoup plus long, je vous le résume à ce passage qui est assez explicite. Ben, j'attends ma mère, pourquoi? Pour monter l'escalier. Qu'est-ce que monter l'escalier? C'est faire l'amour. Hein. J'ai assez fait d'autres rêves où je sais que ça veut dire ça en général. Monter. Hein. On a l'idée de la montée du plaisir, c'est ça dont il s'agit. Et je l'attends, mais elle ne vient pas. Ça devrait te rappeler ce moment où, quand tu étais petit, tu t'installais pour jouer dans le couloir et que tu attendais ta mère longtemps. Elle te promettait, elle passait, elle te promettait qu'elle allait venir dans 5 minutes, puis tu attendais, des fois toute la matinée, elle venait jamais. Parfois, quand elle venait, eh ben, elle jouait 5 minutes et puis elle s'en allait parce qu'elle avait toujours quelque chose à faire. La lessive, le ménage, la cuisine. Elle avait toujours plein de prétextes et tu attendais toujours. Maintenant, il y a un autre rêve où je vous ai parlé de la maison, qui était l'idée du refuge avec le trou de la cage d'escalier au milieu, qui pouvait représenter soit le sexe, soit l'utérus, et dans lequel je me baladais. Il y a cet autre rêve où je suis dans la campagne et au sommet d'une colline, au loin, je vois une super belle maison avec le reflet du soleil dans ses baies vitrées. Ça fait une espèce de lumière dorée, c'est absolument magnifique et je cherche à aller là-bas. Ensuite, là, je vous résume le rêve parce que je fais tout un périple dans la ville. Je rencontre un type qui a une DS-19. Je vous résume aussi, toujours est-il qu'un type qui a une DS, c'est mon père, parce que quand j'étais petit, il en a eu 2 ou 3 successivement. À la fin, je vois à nouveau cette maison sur la colline, au loin, qui est toujours aussi loin, mais j'ai bien l'espoir de trouver le chemin pour y aller. Donc cette maison à laquelle j'aspire, ben, c'est la mer, c'est l'utérus, c'est la maison initiale en quelque sorte. Donc c'est du même ordre. Seulement là, l'intérêt de ce rêve, c'est que j'ai fait une boucle. Comme dans le rêve dont je vous ai parlé dans le premier cours, où je faisais une boucle dans un village, et où il était question de mes frères après. Il y a toujours cette question du retour sur là où on est déjà passé. Ça rejoint exactement la signification, où le sommeil, c'est toujours le retour vers le sommeil dans lequel nous étions dans l'utérus. Et un désir de ce retour, c'est ce que j'appelle l'Oedipe archaïque. C'est-à-dire pas l'Oedipe avec une mère adulte, mais le retour dans son ventre, quoi. Qui est une façon de passer par son vagin, qui n'est pas la façon adulte, mais la façon bébé. Mais c'est aussi le complexe d'Oedipe. Donc dans
le même ordre d'idées de ce que j'appelle l'Oedipe archaïque, il y a ce petit bout de rêve dans lequel un maire d'un village s'est battu pour que l'échangeur de l'autoroute soit installé dans son village. Et là, il a gagné, et c'est le jour de l'inauguration. Il y a tous les officiels qui sont sur la route qui mène au tunnel qui passe sous l'autoroute. Et moi, j'arrive avec ma somptueuse voiture, et en roulant sur le gazon, non pas sur l'avenue, mais sur le gazon qui est à côté de l'avenue, je me dirige vers ce tunnel pour voir comment on fait pour emprunter l'autoroute en passant par ce tunnel. Ce tunnel, c'est encore une fois le vagin maternel. Voilà ce que je cherche. Il est question du maire du village. En français, ça sonne avec mère. Donc, c'est le pont du maire, donc c'est le vagin de la mère. Voilà comment il faut l'entendre. Et puis si je roule sur le gazon à côté, au lieu de rouler sur l'avenue, c'est parce que le gazon, c'est la façon dont on appelle aussi en français la toison pubienne. Donc c'est une façon effectivement c'est ce qui précède le passage dans le tunnel. Il s'agit de rentrer à l'intérieur de maman une nouvelle fois. Alors je vous donne pas tous les détails de ce rêve, il y a encore tout un tas de péripéties qui font une boucle, comme dans le rêve précédent, et à la fin, je me retrouve dans le ventre d'un bateau. Et c'est dit comme ça dans mon rêve. Autrement dit, je suis dans le ventre. Alors c'est le ventre d'un bateau. Mais j'entends par des bruits de tôle et de formidables grincements, j'entends qu'un autre bateau nous aborde. C'est une espèce de bateau pirate qui vient prendre le contrôle de notre bateau. Et arrive dans le ventre du bateau, là où je suis, arrive le capitaine de ce bateau pirate dans un impeccable uniforme blanc, et c'est une jeune femme très jolie. Bah oui, le capitaine du bateau, c'est une femme. Je suis dans le ventre de cette femme qui est ma mère. J'ai encore une fois réalisé ce désir d'être à l'intérieur du ventre de ma mère. Alors, comme je vous avais dit déjà dans le premier cours, il y a l'Oedipe de l'enfant à l'égard de la mère, que cet enfant soit garçon ou fille d'ailleurs. C'est pareil, parce que tout le monde est passé par le ventre de la mère et a reçu les premiers soins en général de la part de la mère. Donc, il y a un Oedipe à l'égard de la mère, autant pour les garçons que pour les filles. Pour les filles, ensuite, quand elles s'aperçoivent qu'elles ne peuvent rien obtenir de la mère, et c'est souvent le cas, surtout quand il y a un frère qui intéresse toujours beaucoup plus la mère, alors la petite fille se tourne vers le père. Ayant été déçue par la mère, elle transfère son Oedipe vers le père. Ce que le garçon n'a pas à faire, il reste fixé en général sur la mère. Ça, c'est donc l'Oedipe à l'égard des ascendants. Il y a aussi l'Oedipe à l'égard des descendants. C'est toujours beaucoup plus aisé de repérer son Oedipe vers sa mère, encore que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des tas de gens qui pensent qu'avoir désiré sexuellement sa mère, c'est complètement fou d'avoir des idées pareilles, c'est n'importe quoi. Mais c'est encore pire d'admettre qu'on a un Oedipe vers ses descendants, sa fille ou son fils. Moi, j'ai qu'une fille, donc c'est fastoche, et j'ai pas beaucoup le choix. Par exemple, dans ce rêve où j'emmène des amis pour dîner dans un restaurant à la campagne. Je suis dans Besançon. Besançon, c'est une ville où j'ai passé une vingtaine d'années et où ma fille est née. Donc je suis dans cette ville, je conduis la voiture et je cherche le trajet dans ma tête pour savoir par où passer. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, maintenant, il y a le tunnel sous la citadelle. Enfin, la citadelle, c'est un fort qui est construit sur un piton rocheux qui s'élève au milieu de la ville. On peut dire que la ville tourne autour de ce piton rocheux. Autrefois, il n'y avait pas de tunnel sous ce piton rocheux, et puis on en a creusé un. Donc, ça me revient en tête dans le rêve, je vais pouvoir passer par le tunnel sous la citadelle. Et voilà, on retrouve cette idée de tunnel qui était dans le précédent rêve. Je vous donne donc des petites variantes pour montrer qu'il y a là quelque chose comme un archétype. Aller dans le tunnel, passer sous un pont, etc.
tout cela représente le rentrer dans un vagin quelconque. Alors, dans mon rêve, ça peut être encore une fois rentrer dans le ventre de la mère, mais puisqu'il s'agit de Besançon, ville où ma fille est née, ça peut être aussi l'Oedipe avec ma fille. J'ai plein de rêves comme ça qui vont dans ce sens-là. Et d'ailleurs, très souvent, les rêves mélangent les deux. Hein, il y a un passage où il s'agit de ma mère, et l'instant d'après, il s'agit de ma fille. Le rêve mélange tout. Il fait pas des chapitres comme j'essaye d'en faire pour essayer de rendre clair le propos. Hein, de même que l'Oedipe archaïque est mélangé avec l'Oedipe dit adulte, et encore plein de formes d'Oedipe que je vais vous développer à présent. Par exemple, dans un rêve, je suis dans un parc d'attractions avec ma fille et ses enfants. Et les attractions, c'est plein de poteaux plantés en oblique. Bon, pas difficile d'y voir des phallus. Et à un moment, je suis un peu loin et je vois ma fille qui a son fils cadet dans les bras et qui court vers un de ces poteaux et qui commence à grimper en courant le long d'un de ces poteaux et qui fait un extraordinaire saut périlleux arrière, toujours en gardant son fils dans les bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en français, nous avons cette expression « s'envoyer en l'air ». Ma fille s'envoie en l'air avec son fils. Hein. J'ai bien repéré, en effet, que son petit dernier, c'était son préféré, qu'il y avait beaucoup d'amour entre eux, et que ça a dû me rappeler quelque chose de mon amour pour ma mère, et de mon souhait de m'envoyer en l'air avec ma mère. Mais je le projette sur ma fille et son fils, mais je ne peux pas en dire plus puisque je ne suis pas dans leur tête. Au moins, je peux dire que ma projection est vraie. Alors, il y a la mère, il y a la fille avec son fils, il y a aussi ma grand-mère. Exemple, dans un rêve, il est question de ma grand-mère qui est mourante, elle est allongée sur un lit, ce lit est au pied d'un arbre. Cet arbre est pourri, plein de trous. Je l'ai testé auparavant en toquant dessus, je me suis aperçu qu'il était vraiment en sale état. Et tout d'un coup, effectivement, cet arbre s'abat sur ma grand-mère. Alors, dans un premier temps, je l'ai interprété comme castration facile, comme les poteaux dans le rêve précédent. Là, il s'agit d'un arbre qui s'abat, c'est une castration. J'en reparlerai dans le cours consacré à la castration. Mais là, la deuxième interprétation que je n'avais pas vue dans un premier temps, c'est qu'au fond, je me couche sur ma grand-mère. Elle est mourante, certes, mais je me couche dessus. Ouais, ça devrait te rappeler que quand tu étais petit, tu n'avais pas vraiment de place dans la maison. Bébé, tu étais dans le berceau au pied du lit de tes parents. Ensuite, quand tu as grandi, ils t'ont trouvé un lit d'appoint dans la salle à manger. Mais tu avais toujours pas de place. Tes frères avaient une place. Ils avaient une chambre pour deux, ils étaient jumeaux, mais ils avaient une place. Moi, c'était la salle à manger. Un peu plus tard, quand tes frères sont allés à l'université, ils n'étaient pas là de la semaine, ils rentraient que le week-end, donc tu as pu intégrer un de leurs lits pendant la semaine, qu'il fallait libérer le week-end. Et puis, ta grand-mère vivait avec vous. Et donc, elle avait une chambre, elle. Et un jour, tu as demandé à ta mère, quand grand-mère est partie voir sa sœur là-bas à Marseille pendant 2-3 semaines, est-ce que je pourrais pas occuper la chambre de la grand-mère? Elle avait dit oui. Et ben voilà. Il peut y avoir aussi, non seulement il peut y avoir, mais je suis persuadé qu'il y a tout le temps, un Oedipe d'avant la conception. C'est-à-dire datant d'une époque où je n'existais même pas dans le ventre de ma mère. Exemple, le rêve suivant. Ça se passe dans les années 38-39, c'est-à-dire juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'inauguration d'une autoroute en Allemagne. Bon, vous entendez, c'est la deuxième fois qu'il est question d'inauguration d'autoroute. C'est pas rien. Inauguration, ça veut dire fête de naissance, en quelque sorte. Pour un objet, certes, une autoroute, certes,
mais on a vu que l'autoroute en question passait sous un tunnel, etc. Ici, elle passe pas sous un tunnel, mais c'est en 38-39. Et donc les officiels sont là, ce sont des officiels nazis, puisqu'à l'époque l'Allemagne est nazie, et il y a une inspectrice des travaux qui vient voir si l'autoroute est bien réalisée. C'est une femme, c'était chose extrêmement rare pour l'époque, une jolie jeune femme, qui n'est pas de ce pays-là. Ça devrait te rappeler que ta mère est polonaise, mais qu'elle est née en Allemagne. Son père avait immigré de Pologne en Allemagne entre les deux guerres, histoire de trouver du travail dans les mines de charbon. Mais les officiels de son pays n'ont pas pu venir. À la place, elle est obligée de subir la présence de deux officiers SS avec leur uniforme noir, avec le brassard à croix gammée. Et le convoi d'inauguration s'élance sur l'autoroute pour le parcourir pour la première fois. Donc seulement des voitures officielles. Mais voilà qu'un monsieur, un civil, dans une Porsche, voiture de luxe, voiture de course, dépasse le convoi, arrive à la hauteur de la voiture où se trouve cette inspectrice des travaux, et l'invite à venir dans la place vide à côté de lui. Bon, c'est une technique de drague, c'est évident. Eh bien, je n'ai pas vécu en 38-39, je suis né en 50. Hein. 39, par contre, c'est plutôt la naissance de mes frères, qui ont 11 ans de plus que moi. Eh bien, néanmoins, je peux interpréter ce rêve comme étant une espèce de reconstitution, à partir de ce que je sais de l'histoire, à partir de ce que je sais de l'histoire de ma famille, reconstitution du moment où mon père a dragué ma mère. En 39, je sais que ça s'est passé avant, ils se sont mariés au début des années 30. Et 39, c'était la conception et la naissance des jumeaux, mes frères. Donc c'est la reconstitution de ce que j'imagine, de ce que mon père a pu faire pour draguer ma mère. Alors en fait, dans l'histoire réelle, on ne m'a pas raconté ça. En fait, mon père a dragué ma mère à Paris, dans un cours de danse de salon. Donc rien à voir. Mais je mets en scène cette autoroute, qui est quelque chose de l'ordre de ce qui amène droit au tunnel du ventre maternel. C'est une reconstitution de l'histoire qui a amené à ma naissance, à la naissance de mes frères d'abord, et ensuite à la mienne. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de reconstituer cette histoire? Eh bien pour avoir le sentiment de la posséder. Parce que quelque part, ce type qui arrive en Porsche, c'est moi. C'est-à-dire, je prends la place de mon père. Je prends la place de mon père dans le moment où il a courtisé ma mère. Il n'y a pas plus oedipien que ça. Mais vous voyez, je le resitue avant. Si j'avais pu être là avant, j'aurais bien pris la place de mon père. Un peu dans le même ordre d'idées, je peux non seulement prendre la place de mon père, mais la place du phallus de mon père, ou dans le phallus de mon père. C'est-à-dire que je ne me contente pas d'avoir envie d'être dans le ventre de ma mère, je pourrais aussi être dans le phallus de mon père. En témoigne le rêve suivant. Je prends un TGV suédois. C'est un très beau TGV, très profilé, très fin, gris métallisé. Et curieusement, j'ai l'impression d'être assis à l'intérieur, et pourtant je suis assis à l'extérieur. Je suis dans un siège, et les rangées de sièges sont à l'extérieur, à côté du TGV. Et juste à côté de moi, de côté de mon siège, là, dans la carrosserie du TGV, il y a un carré qui représente, je le sais, l'ouverture extérieure d'un tiroir, un tiroir assez long, au moins long comme ça, qui rentre à l'intérieur du TGV. On peut ouvrir ce tiroir. Donc je sais que dans ce tiroir, c'est vide, c'est carré et c'est vide. Donc, ce TGV qui représente un phallus, évidemment, eh bien, il a à l'intérieur de lui un tiroir comme un ventre maternel. Il y a une expression en français qui dit « avoir un polichinelle dans le tiroir ». Ça signifie être enceinte. Je connais bien cette expression, donc j'ai mis le tiroir, mais je l'ai mis où? Dans quelque chose qui ressemble à un phallus.
voyez que l'inconscient se fiche pas mal du respect des proportions et du respect de l'anatomie. Hein, c'est le désir qui gouverne la fabrication des représentations. C'est pas le respect de la réalité. Rien à voir. Le fait que je sois à l'extérieur, en même temps à l'intérieur, puisque je suis sur les sièges qui sont à l'intérieur du TGV, montre encore une fois cette structure en boucle. C'est la boucle d'une bande de Mébius. Hein. Je suis à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire que le phallus peut bien être à l'extérieur de moi, il peut avoir dans cet extérieur un intérieur qui est l'intérieur d'un ventre maternel. C'est quelque chose qui serait peut-être plus proche d'une bouteille de Klein, c'est-à-dire une bouteille qui a un volume qui n'a pas de bord et qui est à la fois intérieur et extérieur. Mais qui donc reconstruit cette structure de boucle par laquelle je tente de construire une représentation. Une représentation, toujours pareil, de quoi? De ma conception, de ma naissance. Ou de la conception et la naissance. D'ailleurs, l'hôtesse de ce TGV suédois vient me voir, elle a un magnifique uniforme bleu pâle, elle est très jolie. Et comme le tiroir en question me souffle un air chaud, elle me dit que normalement ça souffle du froid. Et je sais très bien qu'effectivement, il s'agit du désir par rapport à une femme. Je sais très bien qu'une femme, ça peut souffler le chaud et le froid. Et que, pourquoi suédois? Parce que quand j'avais 17 ans, j'avais encore jamais couché avec une fille. Mais par contre, j'avais appris que en Suède, les relations étaient beaucoup plus détendues que dans le reste de l'Europe. Et qu'il était possible là-bas de coucher avec une fille en dehors du mariage. Parce que en 67, en France, la plupart des filles disaient non et disaient pas avant le mariage. Donc j'étais parti en Suède en stop avec un copain dans le but de me prouver que j'avais un phallus parce que quand on a cet âge-là, la grosse préoccupation, c'est de prouver à soi-même et au monde qu'on a un phallus, et le prouver, c'est quoi? C'est coucher avec une fille. Je vais terminer sur le dernier avatar possible de l'Oedipe, c'est être le phallus de la mer. Un rêve comme ça où je longe une falaise, c'est très périlleux, je suis sur un sentier hyper étroit. Voilà, j'ai fait ce rêve un nombre incalculable de fois et je l'ai rencontré chez mes analysants un nombre incalculable de fois. On est au bord de quelque chose et on risque de tomber. Ça peut être au bord d'une falaise, comme dans le rêve que je viens de vous dire, mais ça peut être au bord d'un immeuble, au bord d'une tour, au bord d'un lieu élevé. Et on est comme une excroissance qui dépasse du lieu élevé. Ce lieu élevé, c'est le corps maternel, et mon corps, c'est le phallus de la mère. Que quand j'étais petit, je ne pouvais pas imaginer autrement que muni d'un phallus, et son phallus, c'était moi. D'où l'équivalence, l'enfant, c'est le phallus. Et c'est vrai pour les garçons comme pour les filles. On a tous été dans le ventre de la mère, on est sorti entre ses jambes, et donc on a pris la place d'un phallus. D'ailleurs, c'est ce que tous les mères souhaitent, elles veulent absolument avoir un enfant. Pourquoi? Pour réparer cette injustice de la nature qui les a fait naître sans phallus. Vous allez me dire, mais non, les femmes ne pensent pas ça. Non, elles ne le pensent pas consciemment. Ça, ce sont des effets de l'inconscient. Mais pour en rester à moi-même, donc être le phallus, c'est être certain d'être chéri par la mère. Donc c'est une chérie comme une partie du corps de la mère, une partie importante, une partie qui fait plaisir. Et donc c'est une modalité du complexe d'Oedipe. Par ailleurs, ça s'accompagne toujours de la crainte de tomber, et ça se ramène à ce que je vous avais déjà raconté de quand je passais de la fenêtre de ma chambre à celle de ma grand-mère. Je l'ai fait dans la réalité. Ce truc-là, c'est-à-dire d'être l'excroissance qui dépasse de la façade d'une maison, avec tout ce que je vous ai dit de la maison comme refuge, endroit où il fait chaud, métaphore du corps de la mer. Donc en étant quelque chose qui pend à l'extérieur, c'est
être le phallus de la mer. Donc il faut en parler aussi aux alpinistes et à tous les gens qui font des acrobaties comme ça. Enfin, c'est à chacun de trouver ce qu'il a dans son propre inconscient. Moi, je vous parle à partir du mien. Donc à partir du mien, j'en suis certain. Pour ce qui est des autres, eh bien, il n'y a qu'une façon, c'est non pas de me faire confiance, mais de se faire confiance en allant chercher soi-même dans ses propres rêves ou dans ses souvenirs d'avoir fait ou pas des choses comme j'en ai faites ou des choses similaires. Donc voilà, je vous résume. L'Oedipe, c'est cet amour muni d'un désir sexuel envers le parent, ou envers l'enfant, ou envers les grands-parents. C'est ce désir de se mettre à la place du père pour engrosser la mère, pour faire l'amour avec la mère et l'engrosser du sujet qu'on va devenir. Et enfin, c'est être une partie du corps de la mère dans deux modalités, être à l'intérieur, c'est-à-dire remonter dans l'utérus comme le bébé qu'on était, ou être le phallus de la mère avec cette correspondance enfant-phallus. Voilà pour ce qui est de l'Oedipe.